Lors du déjeuner d'anniversaire de mon père, ma sœur a regardé mon fils et a dit, il n'a pas besoin d'une part. Gardez-la pour la vraie famille. Son mari a ri. Maman m'a tapoté le bras et a dit, laisse tomber. Ce n'est que du gâteau. J'avais payé le restaurant, le gâteau et la moitié des cadeaux. J'ai pris mon fils, pris mon sac de cadeaux et dit, amusez-vous à payer le reste. Ce soir-là, j'ai coupé toutes les lignes et tous les paiements dont il dépendait. À 7h03, mon frère a envoyé une capture d'écran qui m'a fait me redresser. Bonjour à tous, avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui, j'ai besoin de votre aide. Nous avons remarqué que la chaîne perd un peu de terrain, et s'abonner est l'une des meilleures façons de nous soutenir. C'est rapide, et cela nous aide à continuer à vous proposer du contenu génial. Votre soutien compte énormément. Continuons à faire grandir cette chaîne ensemble. Merci beaucoup. Maintenant, commençons la vidéo. Je m'appelle William. J'ai 37 ans. Pendant la majeure partie de ma vie d'adulte, j'ai été celui qu'on appelait lorsque la facture d'électricité était en retard, lorsque maman avait besoin d'une réparation de voiture qu'elle ne pouvait pas se permettre, lorsque ma sœur Pamela voulait améliorer ses projets de vacances, mais que sa carte de crédit était au maximum. J'étais celui sur qui on pouvait compter, le tranquille, celui qui se présentait aux anniversaires et aux jours fériés avec des cadeaux coûteux et qui payait les additions sans qu'on le lui demande. Je n'en ai jamais fait toute une histoire. C'était mon rôle. Pamela était différente. Elle était la préférée. Elle l'avait toujours été. Quand nous étions enfants, ses fêtes d'anniversaire avaient des clowns et des châteaux gonflables loués. Les miennes avaient un gâteau de supermarché et des assiettes en carton dans le jardin. Quand elle a obtenu son diplôme d'études secondaires, papa lui a acheté une voiture. Quand j'ai obtenu mon diplôme, il m'a serré la main et m'a dit de trouver un emploi. Ce que j'ai fait. J'ai travaillé 2 emplois pendant mes études universitaires tandis que Pamela naviguait grâce à leur argent, rentrant à la maison le week-end avec du linge dans des poches vides. Je n'ai jamais rien dit. Je me suis dit que c'était ce que faisait la famille. À l'âge de 25 ans, je couvrais leur hypothèque lorsque les heures de papa étaient réduites. À 30 ans, je payais les médicaments de maman, l'assurance auto de Pamela et le forfait de téléphone cellulaire familial. Ils ne m'ont jamais demandé si je pouvais me le permettre. Ils ont simplement supposé, et je les ai laissés faire. Je voulais croire que mon aide comptait, que cela me rendait précieux, qu'un jour ils me verraient comme ils voyaient Pamela. J'avais tort. Le 65e anniversaire de papa était censé être spécial. Maman en parlait depuis des mois, laissant entendre qu'elle voulait un bon déjeuner dans un endroit élégant, quelque part avec des nappes blanches et une carte des vins. Pamela a immédiatement adhéré à l'idée, planifiant déjà la liste des invités et parlant de saveurs de gâteaux personnalisés. Personne n'a mentionné qui paierait pour cela. Il n'avait pas besoin de le faire. Je savais que ce serait moi. J'ai fait la réservation au Méridien, un endroit avec des baies vitrées donnant sur la rivière, le genre d'endroit où les amuse-gueules coûtent $20 et où les serveurs portent des vestes. J'ai commandé un gâteau à 3 étages au chocolat et aux noisettes à la meilleure boulangerie de la ville, le genre avec un glaçage fait à la main et une feuille d'or comestible. J'ai acheté la moitié des cadeaux sur la table, emballés dans du papier coûteux avec des rubans de soie. Je n'ai rien dit à personne. Je m'en suis simplement occupé. C'était mon rôle. Quand nous sommes arrivés, Pamela est arrivée en trompe vêtue d'une robe de créateur que je savais avoir indirectement payée grâce à son paiement de voiture il y a 2 mois. Son mari, Tyler, la suivait, riant trop fort à ses propres blagues. Maman et papa ont pris leur place en bout de table, rayonnant. Mon fils, Harold, avait 5 ans, petit pour son âge, avec le même sourire nerveux que moi. Il était assis à côté de moi, balançant ses jambes sous la table, excité par le gâteau qu'il avait vu apporter plus tôt. Le déjeuner s'est déroulé exactement comme je m'y attendais. Papa a raconté les mêmes histoires qu'il racontait toujours. Pamela a parlé de ses derniers projets de vacances. Tyler a fait des commentaires sur des sports que je ne suivais pas. Maman s'est occupée de tout le monde sauf de moi. J'ai souri et hoché la tête et rempli les verres d'eau. Harold coloriait sur le menu enfant avec des crayons que le serveur avait apportés. Je me sentais invisible. Je l'ai toujours été. Puis ils ont apporté le gâteau. Il était parfait, exactement ce que j'avais commandé, 3 couches de chocolat brun foncé avec des accents dorés captant la lumière de l'après-midi. Le serveur l'a posé au centre de la table. Tout le monde a applaudi. Papa a fait une blague sur le fait de vieillir. Le serveur a commencé à trancher,
plaçant des morceaux sur de petites assiettes en porcelaine. C'est alors que tout a changé. Pamela a tendu la main à travers la table et a pris 2 tranches avant que quiconque ne soit servi. Elle en a placé une devant elle et une devant Tyler. Puis elle a regardé le serveur et a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Sa voix était légère, presque enjouée, mais ses mots coupés comme du verre. Elle a dit, il n'a pas besoin d'une tranche. Gardez-la pour la vraie famille. Elle pointait Harold, mon fils de 5 ans, qui était assis tranquillement à attendre son tour, excité par le gâteau. La pièce est devenue silencieuse. Le serveur s'est figé, ne sachant pas quoi faire. Tyler a réellement ri comme si c'était la chose la plus drôle qu'il ait jamais entendue. Il a dit, allez, Jen. C'est froid. Mais il souriait. Il ne défendait pas mon fils. Il était amusé. J'ai senti ma poitrine se serrer. J'ai regardé maman, attendant qu'elle dise quelque chose, qu'elle intervienne, qu'elle corrige Pamela. Au lieu de cela, maman a tendu la main et m'a tapoté doucement le bras, sa voix basse et apaisante comme si elle calmait un enfant. Elle a dit, laisse tomber. Ce n'est que du gâteau. Juste du gâteau. Comme si le gâteau était le problème, comme si le fait que l'on dise à mon fils qu'il n'était pas une vraie famille était quelque chose de petit, quelque chose que je devais avaler et oublier. J'ai regardé Harold. Son visage était devenu immobile. Il fixait son apron, son crayon immobile dans sa main. Il a compris. Il avait 5 ans, et il a compris que sa tante ne pensait pas qu'il appartenait à la famille. J'ai senti quelque chose se briser en moi, pas bruyamment, pas dramatiquement. C'était calme, comme un fil qui se casse dans un endroit que personne ne pouvait voir. J'avais passé des années à me convaincre que mon silence était une force, que ma générosité serait finalement récompensée par le respect. Mais assis là à regarder mon fils se ratatiner sur lui-même pendant que ma famille riait et que ma mère me disait de laisser tomber, j'ai réalisé la vérité, il ne me respectait pas. Il ne l'avait jamais fait. Je n'étais pas une famille. J'étais un compte bancaire. J'étais la personne qui leur facilitait la vie et qui ne recevait rien en retour, sauf le privilège d'être utilisé. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas fait de scène. Je me suis simplement levé. J'ai pris Harold, l'ai soulevé de sa chaise, et j'ai attrapé le grand sac de cadeaux que j'avais apporté, celui avec la montre coûteuse à l'intérieur que j'avais passé des semaines à choisir. J'ai regardé Pamela, puis Tyler, puis mes parents. Ma voix était calme, stable, froide. J'ai dit, amusez-vous à payer le reste. Puis je suis sorti. Derrière moi, j'ai entendu de la confusion, des chaises qui grattaient, quelqu'un qui appelait mon nom. Je ne me suis pas retourné. J'ai porté Harold à travers le restaurant, devant les autres tables, devant le comptoir d'accueil, dehors sous le soleil éclatant de l'après-midi. Je l'ai attaché dans son siège auto. Il était calme. Il m'a demandé s'il avait fait quelque chose de mal. Je lui ai dit que non, qu'il était parfait, que ce n'était pas à cause de lui. Mais je pouvais voir la confusion dans ses yeux. Il ne comprenait pas pourquoi sa famille ne voulait pas de lui. Je n'étais pas sûr de pouvoir l'expliquer d'une manière qui ne lui ferait pas plus de mal. Je suis rentré chez moi en silence, les mains crispées sur le volant. Harold s'est endormi sur la banquette arrière. Quand nous sommes arrivés à la maison, je l'ai porté à l'intérieur et l'ai allongé sur le canapé. Puis je me suis assis à la table de ma cuisine, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai regardé l'écran. Pour la première fois depuis des années, je ne pensais pas à ce dont ma famille avait besoin. Je pensais à ce que je leur avais donné, et je pensais à tout reprendre. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je me suis assis à la table de la cuisine avec un bloc-notes jaune et mon ordinateur portable, passant en revue des années de relevés bancaires, de paiements automatiques, de transferts Venmo, de reçus. Je n'avais jamais fait de suivi auparavant, jamais additionné parce que je me disais que cela n'avait pas d'importance. Mais maintenant, je voulais voir le nombre. J'avais besoin de le voir. Le paiement hypothécaire a commencé il y a 8 ans lorsque papa a perdu son emploi. J'ai pris en charge la moitié du paiement chaque mois, $1100, parce qu'ils ont dit que c'était temporaire. Cela ne s'est jamais arrêté. Cela représentait plus de $100 000. L'assurance automobile pour Pamela et maman regroupée sous ma police pour un rabais, $18 000 de plus sur 6 ans, les services publics pour leur maison parce que papa ne les a jamais transférés hors de mon nom après mon départ, $24 000 de plus, le forfait de téléphone cellulaire familial,
$6 500, les réparations automobiles d'urgence, les factures médicales, les vacances auxquelles je n'étais pas invité mais que j'ai financées d'une manière ou d'une autre, les cadeaux pour leurs amis. Les meubles dont ils avaient besoin, les appareils électroménagers qui sont tombés en panne. Cela n'en finissait plus. Le total était de $243 000, un quart de million disparus. Je me suis assis et j'ai regardé ce nombre jusqu'à ce qu'il cesse de paraître réel. Je leur avais donné la mise de fonds pour une maison. Je leur avais donné une nouvelle vie, et aujourd'hui ils ont dit à mon fils qu'il n'était pas une vraie famille. J'ai pris mon téléphone. Il était presque minuit. Mes mains étaient stables. J'ai commencé par l'hypothèque. Je me suis connecté au compte et j'ai annulé le transfert automatique. Puis j'ai envoyé un courriel au gestionnaire de prêt demandant que mon nom soit retiré en tant que payeur autorisé. J'ai fait de même avec l'assurance automobile. J'ai appelé le fournisseur de téléphonie cellulaire familiale et j'ai retiré tout le monde sauf moi, avec effet immédiat. Je me suis connecté au compte de service public et je les ai transférés au nom de papa, puis j'ai programmé l'arrêt du paiement automatique à la fin du cycle de facturation. J'ai passé en revue chaque abonnement, chaque service, chaque frais récurrent. Un par un, je les ai coupés. Cela a pris 3 heures. Quand j'ai eu fini, je me suis assis dans la cuisine silencieuse et je n'ai rien ressenti, aucune culpabilité, aucun regret, juste une étrange clarté creuse. Il se réveillerait demain et tout fonctionnerait encore, mais dans une semaine, peut-être 2, les factures commenceraient à arriver, les paiements seraient rejetés, les services s'arrêteraient, et ils réaliseraient tous en même temps à quel point leur vie avait été bâtie sur mon dos. Je ne les ai pas appelés. Je n'ai pas envoyé de message. J'ai simplement laissé la machine des conséquences commencer à tourner. Puis je suis allé me coucher. Harold dormait dans sa chambre, son petit corps recroquevillé sous ses couvertures. Je me suis tenu dans l'embrasure de sa porte et je l'ai regardé respirer. Il méritait mieux que ça, mieux qu'une famille qui le faisait se sentir petit, mieux qu'un père qui lui avait appris par l'exemple qu'il était acceptable d'être invisible. J'en avais fini d'être invisible. Le premier message est arrivé à 6h42 du matin. Il venait de Pamela. Pas de salutation, pas d'excuses, juste une exigence. Elle a dit que le service cellulaire était hors service et qu'elle avait besoin qu'il soit réparé immédiatement parce qu'elle avait des appels à faire. Je l'ai supprimé sans répondre. Le deuxième message est arrivé 10 minutes plus tard de maman. Elle a dit qu'Internet ne fonctionnait pas et m'a demandé si je savais quelque chose à ce sujet. J'ai supprimé celui-là aussi. À 8 heures, mon téléphone vibrait constamment, messages textes, appels manqués, messages vocaux qui s'accumulaient. Papa a laissé un message disant que le paiement hypothécaire n'avait pas été effectué et que la banque demandait des frais de retard. Pamela m'a appelé 4 fois de suite. Tyler a envoyé un texto demandant s'il y avait une erreur de facturation avec l'assurance automobile parce que sa police apparaissait comme annulée. Maman a envoyé un long message sur la façon dont la famille devrait communiquer et sur la façon dont j'agissais comme un enfant. J'ai lu chaque message. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Je suis allé travailler. Je me suis assis à mon bureau et j'ai répondu aux courriels et j'ai assisté à des réunions et j'ai fonctionné comme une personne normale, mais à l'intérieur, je me sentais différent, plus léger. Pendant des années, j'avais porté le poids de leurs besoins, de leurs urgences, de leurs exigences. Maintenant, ce poids avait disparu. Ils se débattaient, paniquaient, réalisant que le filet de sécurité invisible qu'ils avaient tenu pour acquis n'était plus là, et je ne ressentais aucune envie de le réparer. Mon frère, Logan, a envoyé un message vers 10 heures du matin. Il était plus jeune que moi, 28 ans, et il restait généralement en dehors des drames familiaux. Il vivait à 2 États de distance et ne se présentait que pour les grandes vacances. Son message était court. Il a dit « Et, que se passe-t-il » Maman panique. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? J'ai failli l'ignorer aussi, mais Logan n'avait jamais été cruel envers moi. Il n'avait jamais rien exigé. Il était juste distant, absorbé par sa propre vie. J'ai décidé de répondre. Je lui ai dit qu'il y avait eu un incident lors du déjeuner d'anniversaire de papa. Je lui ai dit que j'en avais fini de financer leur vie. Je lui ai dit que s'il voulait des détails, il devrait demander à Pamela. Sa réponse est arrivée 1 heure plus tard. Il a dit, « Jésus, William, je n'avais aucune idée que tu couvrais autant que ça. Je suis désolé. » Je n'ai pas répondu. Désolé ne suffisait pas, désolé n'effaçait pas 20 ans de traitement comme un portefeuille avec des jambes.
Désolé, n'effacez pas le regard sur le visage d'Harold lorsque sa tante l'a appelé pas une vraie famille, mais au moins Logan l'a reconnu. C'était plus que le reste d'entre eux n'avait fait. À la fin de la journée, les messages avaient pris un ton différent. Les textos de Pamela n'étaient plus exigeants. Ils étaient paniqués. Elle a dit que la perte de l'assurance automobile signifiait qu'elle ne pouvait pas conduire légalement et qu'elle avait une réunion de travail à 1 heure de distance. Papa a laissé un message vocal disant que la banque menaçait d'entamer une procédure de saisie si le paiement manqué n'était pas réglé dans les 10 jours. Maman a envoyé un message demandant si nous pouvions parler, disant qu'elle ne comprenait pas pourquoi je faisais ça. J'ai sauvegardé chaque message. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Cette nuit-là, je me suis assis avec Harold à table. Nous avons mangé des spaghettis et il m'a parlé de sa journée à la maternelle, de la grenouille qu'ils avaient dans un aquarium dans la classe, du dessin qu'il a fait de notre famille. Il s'est inclus ainsi que moi et sa mère, mon ex-femme qui habitait de l'autre côté de la ville et qui partageait la garde avec moi. Il n'a pas inclus Pamela ni mes parents. Je n'ai pas demandé pourquoi. Je pense que je savais déjà. Le lendemain matin, mon téléphone a vibré à 7h03. J'étais éveillé mais toujours au lit, à fixer le plafond, à penser à ce qui allait suivre. Le message venait de Logan. C'était une capture d'écran. Pas d'explication, pas de texte, juste l'image. Je l'ai ouverte et me suis redressé, mon pouls soudainement fort dans mes oreilles. C'était une conversation de groupe. Les participants étaient Pamela, Tyler, maman et papa. Le nom de la conversation était « Vraie famille ». Les messages datés d'hier, horodatés tout au long de l'après-midi et de la soirée. Je les ai parcourus lentement, les mains tremblantes. Pamela avait écrit « William a finalement craqué. Je suppose que le guichet automatique est fermé. » Tyler a répondu « Bien. Ce type a toujours été bizarre avec l'argent de toute façon, agissant toujours comme si nous lui devions quelque chose. » Maman a écrit « Il est contrarié à cause du gâteau. Je lui ai dit de laisser tomber, mais il est dramatique. Il va se calmer. » Papa a écrit « Il a intérêt à se calmer vite. Le paiement de l'hypothèque a été rejeté. La banque m'a appelé ce matin. » Pamela a écrit « Attendez, sérieusement? Il nous a vraiment coupé? » Maman a écrit « Il va revenir. Il le fait toujours. Il a juste besoin de se sentir important pendant quelques jours. » Puis il y a eu un écart, quelques heures de silence. Puis Pamela a écrit « Les gars, mon assurance auto est annulée. » Comme vraiment annulée. J'ai appelé et ils ont dit que le titulaire de la police avait demandé la suppression. Tyler a écrit « Putain de merde, il est sérieux. » Papa a écrit « C'est ridicule. Je l'appelle tout de suite. » Pamela a écrit « Ne vous embêtez pas. Il ne répond à personne. J'ai essayé 6 fois. » Maman a écrit « C'est ce qui arrive quand on accorde trop de crédit aux gens. William a toujours eu plus besoin de nous que nous avions besoin de lui. Il va s'en rendre compte assez tôt. J'ai lu cette ligne 3 fois, William a toujours eu plus besoin de nous que nous avions besoin de lui. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Il croyait vraiment ça. Il pensait sincèrement que c'était moi qui dépendais d'eux, que c'était moi qui craquerais en premier, qui reviendrait en rampant parce que je ne pouvais pas survivre sans leur approbation. Il n'en avait aucune idée. Il y avait plus. Pamela avait écrit, « Honnêtement, je ne suis pas inquiète. Il n'est pas assez intelligent pour aller jusqu'au bout. Ce n'est qu'une crise de colère. Donnez-lui 1 semaine et il reviendra à tout payer parce que c'est tout ce qu'il sait faire. » C'était le dernier message. Logan a dû le voir ce matin et me l'a envoyé immédiatement. J'ai fixé la capture d'écran jusqu'à ce que l'écran s'assombrisse. Puis je me suis levé, je me suis habillé et j'ai préparé le petit déjeuner pour Harold. J'ai bougé calmement, méthodiquement, comme si je me préparais à quelque chose d'important parce que c'était le cas. Il pensait que je bluffais. Il pensait que c'était temporaire, une crise de colère, quelque chose qui allait passer. Il pensait que j'avais besoin d'eux. Ils étaient sur le point d'apprendre à quel point ils avaient tort. J'ai passé les 2 jours suivants à constituer un dossier, pas pour eux, pour moi. Je voulais un registre, quelque chose de concret et d'indéniable, quelque chose qui prouve que je n'imaginais pas les années d'exploitation. J'ai ouvert une feuille de calcul et j'ai commencé à la remplir chaque paiement, chaque transfert, chaque facture que j'avais couverte. J'ai inclus les dates,
les montants et les notes, les paiements hypothécaires de 2016 à aujourd'hui, l'assurance auto depuis 2018, les services publics depuis 2015, les factures de vétérinaires d'urgence pour leurs chiens, les billets d'avion pour les vacances auxquelles je n'étais pas invité, un nouveau toit en 2019, les quotes-parts médicales, les cadeaux de Noël, les dîners d'anniversaire. La feuille de calcul est passée à 14 pages. Je l'ai codée par couleur vert pour les paiements uniques, jaune pour les frais mensuels récurrents, rouge pour les urgences pour lesquelles il m'avait appelé en pleurant. La majeure partie de la feuille était jaune et rouge. J'ai ajouté une page de résumé à l'avant avec un total, 243 812 $. Je l'ai enregistré au format PDF. Je l'ai intitulé « Contribution de William à la famille de 2015 à aujourd'hui ». Puis j'ai rassemblé les captures d'écran, la conversation de groupe que Logan m'avait envoyée, les messages textes d'hier, les exigences et les esquives. J'ai extrait les enregistrements de courriels montrant les transferts hypothécaires, les paiements d'assurance, les comptes de services publics à mon nom. J'ai téléchargé les relevés bancaires montrant des années de demande Venmo de Pamela, toujours avec des descriptions vagues comme « aide » ou « merci » ou « tu es le meilleur », jamais un remboursement, jamais un remerciement après coup, juste plus de demandes. J'ai compilé le tout dans un seul dossier. Je ne savais pas si j'en aurais jamais besoin, mais l'avoir me donnait l'impression d'avoir une armure. C'était la preuve que je n'étais pas le méchant ici. C'était la preuve que leur version des événements, celle où j'étais dramatique et enfantin, était un mensonge. Les chiffres ne mentent pas. Les messages ne mentent pas. Je leur avais tout donné, et ils ne m'avaient rien donné d'autre que du mépris. Cette nuit-là, Pamela m'a appelé. J'ai laissé sonner. Elle a appelé à nouveau 1 heure plus tard, puis à nouveau à 10 heures. Au 4e appel, j'ai répondu. Je n'ai pas dit bonjour. J'ai juste attendu. Elle a dit, William, allez. C'est de la folie. Tu ne peux pas simplement nous couper comme ça. J'ai dit, je peux. Je l'ai fait. Elle a dit, nous sommes une famille. Tu ne tournes pas le dos à ta famille. J'ai dit, tu as dit à mon fils qu'il n'était pas une vraie famille. Tu l'as dit devant tout le monde. Maman m'a dit de laisser tomber. Alors, je l'ai fait. J'ai tout laissé tomber. Il y a eu une pause. Puis sa voix a changé, est devenue plus tranchante. Elle a dit, tu vas vraiment ruiner le crédit de papa à cause d'un commentaire stupide? Grandis, William. J'ai dit, je suis adulte depuis 20 ans. J'ai été le seul adulte de cette famille. Tu devrais essayer. Elle a dit, que veux-tu? Des excuses? Bien, je suis désolé. Je plaisantais. Tyler a ri, parce que c'était une blague. Tu prends ça beaucoup trop au sérieux. J'ai dit, vous n'êtes pas désolé. Vous paniquez parce que votre assurance auto est partie et que votre téléphone cellulaire ne fonctionne pas. Vous vous fichez d'avoir blessé mon fils. Vous vous souciez que j'ai arrêté de payer vos factures. Elle a dit autre chose, mais j'ai raccroché. Mes mains étaient stables. Je ne ressentais rien, ni culpabilité, ni colère, ni tristesse, juste de la clarté. Ils avaient fait leur choix il y a longtemps. Je ne faisais que faire le mien enfin. L'effondrement s'est produit plus vite que je ne le pensais. À la fin de la première semaine, leur internet et leur câble ont été coupés. Pamela s'est présentée à mon appartement sans prévenir, frappant à la porte, exigeant que je répare ça. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé un mot sous la porte m'accusant d'être égoïste et cruel. Je l'ai jeté. À la 2e semaine, la banque a envoyé un avis officiel concernant l'hypothèque. Papa m'a appelé depuis le téléphone d'un voisin parce que son service cellulaire était déconnecté. Il a essayé de me culpabiliser, disant que je les mettais à la rue, que maman pleurait tous les soirs, que ce n'était pas moi. Je lui ai dit qu'il avait raison. Ce n'était pas moi. La personne qui se laissait utiliser et manquait de respect, ce n'était plus moi. Puis j'ai raccroché. La voiture de Pamela a été remorquée après qu'elle ait été arrêtée pour avoir conduit sans assurance. Elle a dû payer des frais de fourrière et des amendes qu'elle ne pouvait pas se permettre. Elle m'a envoyé un message me reprochant d'avoir ruiné sa vie. Je n'ai pas répondu. Tyler a essayé de me joindre, son ton conciliant, disant qu'ils avaient tous réagi de façon excessive et qu'ils voulaient arranger les choses. J'ai bloqué son numéro. Maman a envoyé un long courriel. Elle a dit que je déchirais la famille. Elle a dit que la santé de papa souffrait du stress. Elle a dit qu'Harold grandirait en me reprochant de l'avoir éloigné de ses grands-parents.
Elle a dit que j'étais vindicatif et mesquin. Elle a dit qu'il m'avait toujours aimé, que j'imaginais le favoritisme, que je laissais un mauvais moment définir tout. J'ai lu le courriel 2 fois. Puis j'ai répondu par une seule ligne. J'ai dit, vous aviez 20 ans pour me faire sentir aimé. Vous avez choisi de ne pas le faire. L'hypothèque est entrée en défaut. La banque a entamé une procédure de saisie. Papa a essayé de refinancer, mais son crédit était trop endommagé par les paiements manqués. Il a demandé un prêt hypothécaire inversé, mais n'a pas été admissible. Il m'a appelé une dernière fois, la voix brisée, suppliant. Il a dit qu'il ne savait pas comment ils allaient survivre. Je lui ai dit la même chose que Pamela avait dit à Harold. J'ai dit, tu n'es plus une vraie famille pour moi. Puis j'ai raccroché et bloqué son numéro aussi. Logan m'a appelé pendant tout ça. Il a dit qu'il comprenait pourquoi j'avais fait ça, mais m'a demandé s'il y avait un moyen d'arranger les choses. Je lui ai dit la vérité. J'ai dit qu'il ne voulait pas arranger les choses. Il voulait que je redevienne leur guichet automatique. Il voulait que je fasse semblant que les 20 dernières années ne se sont pas produites. Il voulait que j'oublie qu'ils avaient traité mon fils comme s'il n'avait pas d'importance. J'ai dit que je n'oublierai jamais. Logan n'a pas argumenté. Il a juste dit qu'il était désolé et qu'il serait toujours mon frère, même si le reste d'entre eux n'était plus ma famille. 3 semaines après l'anniversaire de papa, Pamela a publié sur les médias sociaux. C'était une publication vague sur la trahison et sur la façon dont certaines personnes montrent leur vrai visage quand les choses deviennent difficiles. Les commentaires étaient remplis de messages de soutien de personnes qui n'avaient aucune idée de ce qui s'était réellement passé. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas corrigé le récit. Je n'avais pas besoin de le faire. Je connaissais la vérité. J'avais les reçus, et j'avais ma paix. 1 mois après avoir quitté ce restaurant, j'ai emmené Harold au parc. C'était un samedi, chaud et clair, et il a couru devant moi vers les balançoires, son rire brillant et libre. Je me suis assis sur un banc et je l'ai regardé jouer. Pour la première fois depuis des années, je ne pensais pas à ce que je devais à qui que ce soit. Je ne calculais pas les factures dans ma tête ni ne vérifiais mon téléphone pour la prochaine urgence. J'étais juste présent, juste là. Mon compte bancaire avait l'air différent maintenant. Les paiements automatiques qui le vidaient tous les mois avaient disparu. Il me restait de l'argent après les factures. J'ai ouvert un compte d'épargne pour les études universitaires d'Harold. J'ai réservé un voyage de fin de semaine pour nous deux, juste une petite cabane au bord d'un lac. Rien d'extravagant, mais c'était à nous. Je n'avais pas à demander la permission. Je n'avais pas à le justifier. Je n'avais pas à m'inquiéter que quelqu'un m'appelle au milieu de ça avec une crise qui nécessitait mon portefeuille. Pamela a essayé de me joindre une dernière fois environ 6 semaines après que tout se soit effondré. Elle a envoyé une lettre à mon appartement. Ce n'étaient pas des excuses. C'était une liste de griefs. Elle a dit que j'avais détruit la famille. Elle a dit que j'étais cruel et sans cœur. Elle a dit que maman et papa perdaient leur maison à cause de moi. Elle a dit qu'Harold grandirait en ayant honte de moi. Elle a dit que je regretterais ça. Elle a signé « Ta sœur », comme si le titre signifiait encore quelque chose. J'ai lu la lettre une fois. Puis je l'ai déchirée en petits morceaux et je l'ai jetée. Elle avait tort. Je ne me sentais pas cruel. Je ne me sentais pas sans cœur. Je me sentais libre. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je n'étais pas défini par ce que je pouvais fournir. Je n'étais pas le plan de secours, le contact d'urgence, le bienfaiteur silencieux. J'étais juste William, et c'était suffisant. Logan m'a rendu visite quelques semaines plus tard. Il a descendu pour le week-end et a emmené Harold et moi manger une pizza. Nous n'avons pas beaucoup parlé de la famille. Il m'a dit qu'il avait cessé d'aller chez eux, que les voyages de culpabilité et les reproches étaient devenus trop épuisants. Il a dit que maman avait essayé de le recruter pour me faire entendre raison, mais il a refusé. Il a dit qu'il lui avait dit la vérité qu'il m'avait utilisée pendant des années et que je m'étais finalement défendu. Elle n'a pas voulu l'entendre. Il a dit que Pamela vivait avec des amis parce que son bail avait pris fin et qu'elle ne pouvait pas se permettre un loyer. Il a dit que maman et papa travaillaient avec un organisme de logement sans but lucratif pour éviter la saisie. Il a dit qu'il parlait encore de moi comme si j'étais le méchant, comme si je les avais abandonnés sans raison. Il a dit qu'il avait cessé de les corriger parce que ça n'avait pas d'importance. Il croirait ce qu'il voulait croire. Je lui ai demandé s'il pensait que j'avais fait la bonne chose.
Il m'a regardé pendant un long moment. Puis il a dit, tu as fait la seule chose que tu pouvais faire. Il n'allait jamais changer. Tu leur as donné 20 ans. C'est plus que la plupart des gens auraient fait. Il avait raison. Je leur avais donné 20 ans, et ils ne m'avaient donné que des attentes et des droits. Je ne regrettais pas d'être parti. Je regrettais de ne pas l'avoir fait plus tôt. Harold s'est adapté plus vite que je ne le pensais. Il a cessé de poser des questions sur grand-maman et grand-papa après quelques semaines. Quand je lui ai demandé s'il lui manquait, il a haussé les épaules et a dit, pas vraiment. Puis il a demandé si nous pouvions aller chercher de la crème glacée. Nous l'avons fait. Nous nous sommes assis devant le magasin sous le soleil de fin d'après-midi, et il m'a parlé d'un livre qu'il lisait à l'école. Il était heureux. Il était en sécurité. Il était aimé. C'est tout ce qui comptait. J'ai beaucoup pensé au moment au restaurant, le moment où Pamela a regardé mon fils et a dit qu'il n'était pas une vraie famille, le moment où maman m'a dit de laisser tomber, le moment où j'ai réalisé que j'avais laissé tomber les choses toute ma vie, avalant la douleur et le manque de respect parce que je pensais que c'était ce que l'amour exigeait. J'avais tort. L'amour n'exige pas que tu disparaisses. L'amour n'exige pas que tu sois utilisé. Le vrai amour, celui qui vaut la peine d'être gardé, te respecte, te valorise, te voit. Ils ne m'ont jamais vu, mais je me vois maintenant, et je vois mon fils, et je vois la vie que nous construisons, une vie qui n'inclut pas les gens qui nous traitent comme si nous n'avions pas d'importance. Je ne suis plus en colère. Je ne suis pas blessé. J'en ai juste fini, et ça me semble être la bonne fin. J'ai entendu dire par une connaissance commune que Pamela et Tyler s'étaient séparés. Apparemment, le stress financier et les reproches avaient fracturé leur mariage. Je n'étais pas heureux à ce sujet. Je ne me suis pas senti justifié. Je me suis juste senti distant, comme si ça arrivait à des étrangers parce que d'une certaine manière c'étaient des étrangers. J'avais passé tellement d'années à essayer de faire partie de leur famille que je n'ai jamais réalisé que j'étais toujours à l'extérieur. Maintenant, je construis ma propre famille. C'est petit. Il n'y a que Harold et moi et Logan quand il nous rend visite et quelques amis proches qui se sont présentés quand les choses sont devenues difficiles. Ce n'est pas la famille dans laquelle je suis né, mais c'est la famille que j'ai choisie, et ça fait toute la différence. Pour le 6e anniversaire d'Harold, je lui ai organisé une fête. Rien d'énorme, juste quelques enfants de l'école, quelques jeux, un gâteau de la boulangerie du supermarché, mais c'était à lui, et il était heureux. Il a soufflé les bougies et a fait un vœu. Je lui ai demandé plus tard ce qu'il avait souhaité. Il a dit qu'il souhaitait avoir un chiot. J'ai ri et je lui ai dit que nous allions y penser. Cette nuit-là, après le départ des invités et l'endormissement d'Harold, je me suis assis sur mon canapé et j'ai regardé les photos de la fête. Son sourire était immense, sincère, sans réserve. Il ne ressemblait pas à un enfant à qui on avait dit qu'il n'était pas une vraie famille. Il ressemblait à un enfant qui savait qu'il était aimé. J'ai gardé une photo sur mon téléphone. C'est nous deux, du glaçage sur nos visages, riant de quelque chose de stupide. Chaque fois que je la regarde, je me souviens pourquoi je suis parti. Je me souviens que certaines choses valent plus que de maintenir la paix. Certaines choses, comme la dignité de ton enfant, comme ton propre respect de soi, valent la peine de se battre, même si ça veut dire que tu te bats seul. Je ne sais pas ce qui est arrivé à la maison. Je ne sais pas s'ils ont réussi à arrêter la saisie ou s'ils l'ont perdue. Je ne vérifie pas leurs médias sociaux. Je ne demande pas de nouvelles à Logan. Cette partie de ma vie est close. Ce n'est pas de l'amertume. Ce n'est pas de la vengeance. Ce ne sont que des limites. Je leur ai tout donné ce que j'avais, et ils m'ont dit que ce n'était pas suffisant. Alors j'ai arrêté de donner, et j'ai commencé à vivre, à vraiment vivre, pas comme le plan de secours de quelqu'un ou le guichet automatique ou le système de soutien invisible, juste comme moi-même, comme un père, comme un homme qui connaît sa valeur, comme quelqu'un qui enfin, s'est mis lui et son fils en premier. La capture d'écran que Logan m'a envoyée, celle avec la conversation de groupe, je l'ai sauvegardée, non pas parce que je veux la regarder, mais parce que c'est la preuve que je n'imaginais pas les choses, que les années de sentiments de sous-évaluation n'étaient pas dans ma tête. Si jamais je doute de moi, si jamais je me demande si j'ai été trop dur ou trop impitoyable, je peux regarder cette capture d'écran et me souvenir de leurs mots, William a toujours eu plus besoin de nous que nous avions besoin de lui. Il n'est pas assez intelligent pour aller jusqu'au bout. C'est tout ce qu'il sait faire. Ils avaient tort. Je n'avais pas besoin d'eux. J'avais besoin d'être libéré d'eux,
et maintenant je le suis. Harold s'épanouit. Il réussit bien à l'école. Il a des amis. Il rit tous les jours. Il ne porte pas le poids des dysfonctions des autres. Il ne sait pas ce que ça fait d'être invisible dans sa propre famille, et si j'ai quelque chose à dire à ce sujet, il ne le saura jamais. Je l'élèverai à connaître sa valeur, à fixer des limites, à s'éloigner des gens qui ne le valorisent pas. Je l'élèverai à être fort d'une manière dont je ne l'étais pas. La dernière fois que j'ai conduit dans l'ancien quartier, je n'ai pas ralenti. Je n'ai pas regardé la maison. J'ai juste continué à conduire. Harold était sur la banquette arrière, des écouteurs sur les oreilles, regardant quelque chose sur une tablette. Il n'a pas remarqué. Il n'avait pas besoin de le faire. Cet endroit ne faisait plus partie de son histoire. Il faisait à peine partie de la mienne. Je ne considère pas ça comme une vengeance. Je considère ça comme de la justice, pas le genre bruyant et dramatique, le genre calme, le genre où tu arrêtes de laisser les gens te prendre et tu commences à construire une vie qui ne les inclut pas, le genre où tu t'en vas et tu ne regardes pas en arrière, pas parce que tu cours, mais parce qu'il ne reste rien derrière toi qui vaille la peine de revenir. J'ai 37 ans. Je m'appelle William, et pour la première fois de ma vie, je ne suis plus invisible. Je ne suis plus le plan de secours. Je ne suis plus le guichet automatique. Je suis juste un père qui aime son fils et un homme qui s'est enfin choisi, et c'est plus cassé.